Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. J'aimerais faire cette vidéo pour sensibiliser, surtout parce que je constate que quand je participe à plusieurs séminaires, à plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle, en France et en ligne dans d'autres pays anglo-saxons, je remarque qu'en France, tout particulièrement, mais la France n'en fait pas une exception, mais disons plus généralement en Europe, ou du moins les pays hors États-Unis ou la Chine, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment quelque chose qui est vraiment pensé de manière à ce que l'évolution ou les avancées des différents projets dans lesquels j'observe, je vois, puissent atteindre le niveau auquel se trouvent les pays tels que les États-Unis ou la Chine. Il y a une grosse différence, je dirais, pour le coup. Et cette différence, pour moi, s'explique aussi parce que, évidemment, on le sait en général que toute technologie, l'innovation, les États-Unis sont en général le pays qui drive, qui apporte de l'innovation. Mais derrière, on constate également que la France, tout particulièrement, ne suit pas, ou même quand elle suit, ne propose pas un nouveau paradigme qui pourrait aller au-delà de ce qui est déjà proposé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me peine dans le fait de comprendre que les décideurs, les chefs d'entreprise, les chefs de projet, les grandes entreprises ne soient pas capables de mettre véritablement en œuvre une intelligence artificielle. Parce que il ne suffit pas simplement d'utiliser ChatGPT, mais autant aussi être capable de comprendre réellement ce qui a amené l'avènement, qui a produit effectivement ChatGPT en l'occurrence, les autres plus grands modèles de langage, Gemini, Mistral, etc., Llama, côté Meta. Ça demande une compréhension profonde de ce que c'est que l'intelligence artificielle dans tous ses aspects pour pouvoir mieux adresser les différentes problématiques que l'on souhaite résoudre. Parce que l'IA, c'est un outil, il ne faut pas l'oublier. Le but premier pour une entreprise, c'est toujours de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés ses utilisateurs, ses clients, ses consommateurs, d'apporter une plus-value, de nous faire évoluer en proposant de nouveaux produits qui soient véritablement respectifs de l'environnement, l'écologie et aussi respectifs de l'aspect humain en soi. Et comme je le disais, il faut, en fonction de son secteur, quel que soit son secteur, aligner ses besoins avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous faire évoluer, vous faire comprendre potentiellement demain les prochaines attaques en termes de cybersécurité et les menaces qui peuvent peser si l'intelligence artificielle, si la mise en place d'un projet au sein d'une grande entreprise n'est pas vraiment pris en compte dans son acception, dans l'idée fondamentale de comprendre comment on met réellement pour le coup l'IA avec toutes ses fonctionnalités et ses challenges bien sûr qui vont avec. Donc on est vraiment dans cette problématique et je vais particulièrement vous sensibiliser à un point bien précis ici, à une attaque, à une potentielle fuite de données demain qui pourrait être très très dommageable, très très, je dirais, catastrophique pour une entreprise ou bien pour un chef de projet responsable qui n'a pas pris en compte cet aspect-là. C'est ce que l'on va voir ici. Alors, on est vraiment dans l'IA génératif, donc vous savez, production de texte, images et son parle. Les grands modèles de langage, donc les LLM, en l'occurrence, ont été entraînés, je vous fais le topo de manière rapide, sur un grand corpus de texte, donc plus de 10 milliards, autant plus on en a, mieux c'est. Et la taille du vocabulaire ne fait qu'augmenter. Donc les processus aussi, les calculs de rapidité, etc., bien que étant coûteux en argent financier déjà, mais aussi en process, nous permettent quand même d'y arriver à des situations beaucoup plus satisfaisantes aujourd'hui dans la proposition de nouveaux modèles. Vous prenez GPT-2, GPT-3, 4, 5, donc 4 pour l'instant, mais la prochaine version qui arrivera. Vous voyez quand même
une évolution très fulgurante, notamment par la taille des embeddings, donc la taille des vecteurs d'embedding, qui vont stocker les aspects sémantiques d'un prompt. Il y a aussi bien sûr le modèle d'embedding, donc qui est capable d'aller comprendre une phrase, un prompt, une instruction avec une certaine rapidité, une certaine prise de contexte du début de la phrase jusqu'à la fin de la phrase, tout en gardant en mémoire ces différents contextes. Ça, voilà ce que nous permet de faire, voilà ce que nous permet la technologie d'y arriver à des situations beaucoup plus précises. Mais il y a un gros mais. Maintenant, quand on est un chef de projet ou une grande entreprise, prenons par exemple le milieu bancaire ou les secteurs risqués ou le secteur de la santé, où vraiment vous mettez sur pied une intelligence artificielle, une application auprès de vos utilisateurs. Vos utilisateurs vont utiliser cette application, vont envoyer régulièrement des prompts. Et l'IA, en retour, va devoir répondre à vos utilisateurs, à vos users. Si maintenant, comme je l'ai dit, en prenant un secteur clé tel que la banque, la santé, donc vraiment des secteurs où si l'information envoyée à un de vos utilisateurs n'est pas une information bonne, et si votre utilisateur ne fait pas attention et silence ou pratique ou exécute votre conseil, parce que c'est vous qui avez mis en place l'IA, la machine, demain il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes de responsabilité. Ça aussi, ce sont des sujets sur lesquels c'est un coup en fait dans la réflexion de comprendre, de surveillance, de supervision, de maintenance de ces grands outils en fait qui sont vraiment très pointus. Donc, prenons un cas particulier et je vais vous situer la problématique là où elle se trouve réellement et où vous devez faire attention, même en tant que simple utilisateur d'une IA. Ça vous permettra aussi de comprendre comment les GAFAM, les grandes entreprises américaines, s'y comportent et mettent en œuvre des méthodologies et des tactiques, des stratégies pour protéger ces modèles-là et bien sûr nous donner donc des informations pertinentes et riches en cohérence. Vous prenez un prompt, disons une phrase comme ceci, d'accord? La première des choses, je l'ai déjà dit, votre phrase est tokenisée, donc il y a un processus de tokenisation. On va subdiviser votre phrase en deux. Unité de mots ou unité de caractères ou de sous-mots. Et chaque token, donc quand on effectue cette action, on attribue à chaque unité de mots, de sous-mots, de caractères, un ID. Donc, c'est ce que l'on appelle un token. Donc, token, ici, pour chacune des unités de mots. Maintenant, la prochaine action, c'est quoi? Ces tokens vont nous aider d'aller trouver dans la base de données vectorielles, dans un premier temps déjà, d'aller dans la matrice. Quelque part, c'est une base de données, mais en l'occurrence des vecteurs d'embedding. Mais on va prendre les tokens en l'occurrence qui vont nous servir d'index de recherche dans la matrice globale, totale des vecteurs d'embedding. Vous savez, quand on a entraîné la machine, après la terminaison, la phase finale, donc au terme de la phase finale de l'entraînement de la machine, on va créer donc ici une matrice de vecteurs d'embedding. Donc ici, nous allons avoir, donc c'est une matrice, on va dire L fois D
Je dirais à quoi cela correspond, bien évidemment. Donc cette matrice d'embedding, donc c'est une matrice, c'est un tableau ayant des colonnes et des lignes, pour faire simple. Et chaque vecteur d'embedding va se retrouver comme étant une ligne de cette matrice. Ok? Ça, c'est la matrice récupérée à la phase finale après entraînement du modèle de langage en question. Donc, prenez ChatGPT, ils ont entraîné l'outil. À la fin de l'entraînement du modèle, ils ont regroupé tous les vecteurs d'embedding dans une table qu'on appelle ici une matrice. Ces vecteurs d'embedding, effectivement, ce sont des vecteurs denses qui ont été obtenus par le fait que l'entraînement nous a donné de l'information riche sur les aspects sémantiques des différents mots se trouvant dans le vocabulaire de grands langages. On a dit, nous sommes dans le vocabulaire à de tailles très très gigantesques, donc des milliards de mots. Par exemple, Wikipédia en 2021, dans la langue anglaise, c'était minimum 4 milliards de mots. On est en 2024, je vous laisse imaginer. Et il n'y a pas que Wikipédia comme corpus, comme bibliothèque sur laquelle on a entraîné ces modèles. Il y a aussi tous les textes qui se sont baladés sur Internet jusqu'ici. En tout cas, une très très grande part. Et on ne fait qu'évoluer dans ce sens-là. Pour vous dire que ces modèles, effectivement, ont vu et ont rencontré quasiment 99% des mots que vous et moi tapons ou utilisons au quotidien. Et c'est parce que justement l'entraînement sur ces mots-là ont permis d'avoir ce qu'on appelle donc les vecteurs d'embedding qui vont prendre en compte le contexte de ces mots-là en termes sémantiques et donc les stocker dans cette table que l'on appelle la matrice des embeddings. D'accord? Voici la première étape. Maintenant, deuxième étape. Le vecteur d'embedding, voilà. Ici, ce ne sont que des chiffres. Parce qu'évidemment, les LLM jouissent de l'architecture des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, j'ai déjà fait un dessin. Vous savez, c'est ce sont ce genre d'architecture que vous voyez de manière courante. Donc vous voyez des nœuds comme ceci. D'accord? Là, hop, donc, on fait un réseau très simple. Donc voici un réseau neuronal. Ça c'est la couche d'entrée. La couche d'entrée. Ça c'est la dernière couche. Et tout ce qu'il y a entre les deux, ce sont les couches intermédiaires. Là, ce sont donc les nœuds, qui sont donc des fonctions contenant des valeurs qui nous permettent de passer d'un nœud à un autre ou bien d'une couche à une autre. Et en entrée, ce ne sont que les chiffres qui sont pris en compte dans la couche d'entrée. Et après coup, il y a un traitement qui est effectué du début jusqu'à la fin comme prédiction. Tout à l'heure, j'ai dit que l'entraînement s'est effectué sur un grand corpus, donc de plus de milliards de mots. Ces mots, effectivement, par un processus de probabilité d'occurrence, ont permis d'avoir des prédictions sur
notre modèle de langage. Et on a pu donc pris en compte les vecteurs contenant les composantes qui ne sont autres que la représentation du contexte d'un mot en question se trouvant dans le vocabulaire. Ce qui fait que, par exemple, quand je dis un vecteur d'embedding, ce sera un vecteur ayant, par exemple, ce genre, donc moins 0,1, 1, 2, à la 3, moins 1, je dis à peu près n'importe quoi, on va dire moins plus 0,7, si vous souhaitez. Donc ça, c'est un vecteur d'embedding. Comme ceci. Si vous vous souvenez du coup des vecteurs vus en classe au lycée, vous avez vu qu'on pouvait représenter un vecteur en base 2, donc si je dis moins 1, 0, coordonnées x, y, là on est ici en dimension 2. Si je dis moins 1, 0, moins 1, là, ici on est en dimension 3, et ainsi de suite, jusqu'à la dimension N. Et ça tombe bien parce que ces modèles, effectivement, jouissent aussi de la richesse des espaces vectoriels. Parce que nous, et la problématique et la contrainte, c'est que le langage naturel étant très vaste, ambigu, flexible, il faut donc être capable, premièrement, d'aller prendre un corpus de très très grande taille, d'où les milliards et des milliards de mots, et de plus, être capable d'entrer dans des espaces vectoriels de taille très très grande qui vont nous permettre effectivement de nous rassurer qu'on a bien pris en compte l'aspect de contexte du mot en question, d'un mot se trouvant dans le vocabulaire. Parce qu'un mot dans un vocabulaire n'est pas un mot isolé, c'est un mot qui est lié à d'autres mots, quelle que soit la langue. Donc vous prenez le français, il y a les synonymes. Donc il y a différentes manières de dire bonjour, de saluer quelqu'un, par exemple, bonjour, bonsoir, bonne soirée, etc. Donc, vous voyez bien que ces mots-là, bonjour, bonsoir, bonne soirée, entrent dans un contexte de salutation. Et si on parle de salutation, il faudrait avoir un vecteur d'embedding, donc un vecteur qui va, après entraînement, probabilité, occurrence et tout ce que vous voulez, répertorier des chiffres qui traduisent effectivement ce contexte-là de salutation ici en l'occurrence. Vous répétez le même processus avec quel que soit le mot que vous pouvez prendre dans un vocabulaire, dans un dictionnaire de très très grande taille. Voilà comment donc on arrive à représenter chaque vecteur d'embedding. Au final, après entraînement du modèle de grand langage dans le système. Maintenant, si on revient à nos tokens, à nos fameux tokens, ici, vous avez votre phrase. Elle commence là, elle s'arrête là. La tokenisation nous permet donc de subdiviser chaque phrase en unités de mots. Chaque unité de mots va se voir attribuer une valeur numérique, en l'occurrence une valeur entière, l'ensemble grand N des entiers naturels, un numéro de token. Il y a un algorithme derrière, il y en a plusieurs. Je n'entre pas dans cette spécificité pour simplifier le discours, mais vous pouvez aller chercher, je vous donne pour ceux qui veulent aller plus loin, la tokenisation. Intéressez-vous à l'algorithme word piece. En gros, un mot par pièce, vous traduit littéralement et de manière très triviale. Bref, revenons à mon sujet. Donc, disons par exemple que le premier mot va se voir attribuer un token avec donc token n égale à 3. Le mot suivant, ou peu importe le mot d'après, peut se voir attribuer un token égal à 720. Alors, jusqu'à la fin, bien évidemment. Maintenant, une fois que cette tokenisation est effectuée, ces tokens-ci vont nous renseigner du fait d'aller, donc l'utilisateur a tapé son prompt. Ce prompt, il a été converti en un vecteur d'embedding qui se trouve là, dans cette matrice totale, où
Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que notre vecteur d'embedding, lui, il contient donc des tokens de chaque mot se trouvant dans la phrase. J'ai dit précédemment que donc chaque mot, de chaque mot, notre vecteur d'embedding contient donc les tokens donc de différentes unités de mots se trouvant dans cette phrase. Chaque token ID maintenant va nous permettre d'aller dans cette matrice-ci, récupérer le vecteur d'embedding correspondant au token ID en question. Et ça a été vraiment bien pensé, c'est que nous avons ici, dans cette matrice d'embedding, une indexation qui commence toujours de manière générale à n égale à 0 comme valeur de token. N égale à 1, ainsi de suite, jusqu'à n égale à la taille finale de l'ensemble des vecteurs d'embedding obtenus après entraînement. Si vous prenez par exemple ChatGPT 3, on était à 768 dimensions. On était à 768 dimensions. Ici, nous allons avoir dans chaque ligne que vous voyez là, le vecteur d'embedding correspondant au token ID se trouvant dans cette phrase-là. Donc si je prends, commençons par le début, là, pour n égale à 0, ce vecteur d'embedding ici que vous voyez, c'est un vecteur qui a 768 composantes, d'où la taille, donc dimension. Donc il y a 768 chiffres en fait, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 768. Revenez à la notion d'espace vectoriel. Dimension 2 composantes, dimension 3. Imaginez donc la dimension 768. C'est la même chose ici. Et il représente, pour n égale à 0, la valeur, le token se trouvant ici dans cette phrase où vous aurez, après tokenisation, n égale à 0. Donc si je vous dis, si après tokenisation, ce mot ici, ce token, j'ai tendance à dire, on a tendance à aller directement de manière abusive en considérant qu'un token est un mot, parce que le plus souvent c'est le cas, mais gardez toujours à l'esprit que le token peut être une seule lettre ou une chaîne de caractères qui ne soit pas réellement comprise telle que nous, humains, nous comprenons. Mais allons un peu plus rapidement dans la compréhension. Donc si par exemple, je dis que après tokenisation, l'algorithme, en l'occurrence, m'a attribué comme valeur pour cette unité de mots, pour ce token, la valeur 720. Cela veut dire que dans cette matrice-ci, à la ligne n égale à 720, se trouve un vecteur d'embedding qui représente la valeur de ce token et qui donc capture les aspects sémantiques de ce token par rapport à l'entraînement effectué sur notre corpus de grande taille, sur notre LLM. D'accord? Je poursuis. Donc ici, à la ligne 720, on a un vecteur d'embedding qu'on va récupérer. Vous répétez le même processus avec chaque numéro ID de token. La phrase ayant donc différentes valeurs de token, on va récupérer dans cette matrice les différents vecteurs d'embedding correspondant au token se trouvant dans cette phrase. Ces vecteurs d'embedding, V1, V0, pardon, on commence la première ligne, V0, V quelconque,
ces différents vecteurs d'embedding maintenant vont être traités de manière parallèle, simultanément, par le système d'intelligence artificielle. J'entre pas pour la suite, mais avec des vecteurs d'embedding envoyés dans une base de données vectorielle pour le coup, pour trouver des calculs de similarité entre ces différents vecteurs. J'en ai déjà parlé de la référence du cosinus de similarité. On voit du calcul de la distance euclidienne entre les vecteurs, parce que ce sont des nombres, donc on peut calculer des distances, on peut évaluer la valeur du produit scalaire et par conséquent à quel point les vecteurs sont proches, parce que l'angle étant beaucoup plus faible, ou des vecteurs éloignés, parce que l'angle n'étant pas proche de 0. Si je prends deux vecteurs qui sont opposés, donc l'un va à gauche, l'autre va ici à droite, sur une même droite, le cosinus donc l'angle étant 180 degrés, vous aurez un cosinus égal à moins 1. Là, ça vous dire par exemple, pour ce cas précis, que nous sommes dans des contextes opposés. C'est comme si l'utilisateur il prononce un mot et la machine, le vocabulaire dans sa conception, dans la manière dont il a été entraîné, nous répond avec un concept opposé. Bon, bref, pour ne pas vous perdre, revenons à l'essentiel. Donc, après avoir récupéré ces différents vecteurs d'embedding, ils vont être traités maintenant par le système. La problématique maintenant, le cœur et la sécurité dans vos projets de système d'intelligence artificielle, c'est que cette matrice d'embedding, si elle n'est pas protégée, si elle n'est pas stockée quelque part dans un environnement sécurisé, je vous en passe de toutes les méthodologies de sécurité, etc. Mais c'est important de revenir là-dessus. Mais l'objectif, le but, c'est que si vous ne protégez pas votre matrice d'embedding, et quelqu'un qui entre en contact, qui intercepte cette matrice-là, peut faire des dégâts dans votre système. Pourquoi? Parce que, imaginez que on a conçu un système d'intelligence artificielle pour faire des virements bancaires et donner des informations aux utilisateurs de confirmation lorsqu'un virement ou lorsqu'une demande de documents a été effectuée. Si l'utilisateur, par exemple, tape dans sa phrase peux-tu me confirmer que mon virement bancaire a été effectué? Donc, admettons que le mot virement dans la phrase, puisque prenons donc le contexte bancaire, en général, le vocabulaire va tourner bien évidemment sur les mots les plus récurrents utilisés dans le contexte bancaire. Faire un ordre de virement, faire un prêt bancaire, un achat immobilier, etc. Donc, les utilisateurs vont le plus souvent utiliser par exemple ce mot virement. Si maintenant, dans une phrase, donc dans un prompt, se trouve ce mot-là, après tokenisation, disons que l'algorithme attribue la valeur N égale à 80 comme numéro de token ID. Dans cette matrice d'embedding, à la ligne N égale 80, se trouve le vecteur d'embedding lié au mot ou au token virement. Et ce vecteur contient donc effectivement des coordonnées. Si maintenant je change un chiffre en tant que coordonnée ou en tant que composante dans cette matrice d'embedding, je viens de changer la réponse qui va être produite par le système au final. Cela veut dire que l'utilisateur il va poser sa question. Le hacker ou la personne malveillante qui a intercepté votre matrice d'embedding et qui a modifié une composante, donc qui a altéré votre système, un des vecteurs de cette matrice d'embedding, lorsque la machine va récupérer donc ce vecteur d'embedding, aller traiter ce vecteur dans la base de données vectorielles, la réponse qui sera fournie par le LLM sera une réponse qui ne sera pas cohérente avec la question posée par l'utilisateur. Et ça peut être très très dommageable, catastrophique pour une entreprise qui se lance dans la conception d'un système d'intelligence artificielle dans un secteur d'activité très critique tel que la banque. Vous pouvez prendre l'exemple dans la santé.
je pense que vous imaginez les dégâts que cela puisse produire. Et aussi, il suffit juste, par exemple, d'altérer le système. Ou, par exemple, disons, de supprimer un vecteur d'embedding dans cette matrice. Lorsque la tokenisation va attribuer la valeur du token n égale à 80, le système arrivera dans la matrice d'embedding à la place à la ligne n égale à 80, puisque la personne malveillante a supprimé la valeur du vecteur à la base initiale qui aurait dû se trouver, bah, il y aura un décalage, en fait, une confusion, une désynchronisation, on parle, des vecteurs d'embedding. Donc, le vecteur d'embedding ici à la place n80 sera un autre vecteur d'un autre mot qui n'a rien à voir avec le mot virement. Et bien évidemment, au final, en sortie, la réponse fournie par l'intelligence artificielle ne sera pas évidemment cohérente. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de situation désagréable auquel on ne souhaite pas y arriver et bien sûr auquel il faudrait vraiment faire attention pour mettre en place véritablement un système d'intelligence artificielle bien pensé, bien conçu dans les règles de l'art avec toute une méthodologie bien appliquée. Je vais m'arrêter là, mais pensez-y et revenez à tout ce que j'ai dit là dans cette vidéo pour pouvoir mieux comprendre les aspects critiques, stratégiques et importants dans la conception d'un système d'intelligence artificielle. On se revoit la prochaine et merci de m'avoir suivi.